Cette stupide ne sert à rien. Ces mots résonnent encore dans ma tête comme une cloche fêlée. C'est mon fils qui les a prononcés, mon propre fils, et il ne s'adressait pas à un animal, ni à un objet cassé. Il s'adressait à sa femme. Ce jour-là, j'ai compris qu'une mère peut aimer son enfant toute sa vie, et ne pas reconnaître l'homme qu'il est devenu. Je m'appelle Éonie Valgiro, j'ai 61 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant trop longtemps, non par honte, mais parce que certaines vérités sont si lourdes qu'on ne sait pas par où commencer à les dire. Tout a basculé un mardi de septembre 2025. Un mardi ordinaire, gris et venteux, comme on en connaît tant en Normandie. Je suis revenu en France après 8 années d'absence. 8 années passées loin de cette terre, loin de cette maison, loin de ce fils que j'avais fui autant que pleuré. Quand l'avion a atterri à Roissy, j'ai senti mon estomac se nouer. Pas d'excitation, pas de joie, juste une appréhension sourde, celle qu'on ressent quand on retourne dans un endroit qu'on a quitté en claquant la porte. Je n'étais pas parti en vacances, je m'étais enfui. 8 ans plus tôt, en 2017, mon mari Robert est mort. Un infarctus brutal, un matin de mars, dans notre chambre. Il avait 63 ans. Moi, 53. On devait partir en Italie le mois suivant. On avait des projets. On avait du temps devant nous. Pensions-nous. La mort de Robert m'a brisé. Mais ce qui a suivi m'a achevé. Alphonse, mon fils unique, avait alors 32 ans. Il venait de se marier avec Lucérine, une jeune femme douce, discrète, presque effacée. Une fille de la région, issue d'une famille modeste, installée dans le Perche. Elle avait de la famille, oui, mais lointaine. Une tante à Alençon, un cousin du côté de Chartres. Des gens qu'on voyait à Noël, peut-être à Pâques, rien de plus. Dès les premiers mois après l'enterrement, Alphonse a changé. Ou plutôt, il a cessé de se cacher. Il avait toujours eu ce regard froid. Enfant déjà, il ne pleurait jamais. Adolescent, il ne riait qu'aux dépens des autres. Robert disait que c'était de la timidité, de la pudeur. Moi, je sentais autre chose, une dureté, une cruauté silencieuse, comme un courant froid sous une eau calme. Mais tant que Robert était là, Alphonse se tenait. Il jouait le rôle du fils respectueux, du jeune homme sérieux. Après la mort de son père, le masque est tombé. Il m'a reproché l'héritage. Il m'a reproché de pleurer. Il m'a reproché d'exister, je crois. Il voulait la ferme, les terres, l'argent, tout de suite. Un soir, 3 mois après l'enterrement, nous nous sommes disputés dans la cuisine. Il m'a dit que je n'étais qu'une vieille femme inutile qui s'accrochait au passé, que je devais partir, que cette maison lui revenait de droit. Lucérine était là, dans l'embrasure de la porte. Elle n'a rien dit. Elle a juste baissé les yeux. J'aurais dû comprendre ce soir-là. J'aurais dû voir la peur dans son silence. Mais j'étais trop blessée, trop épuisée. Alors j'ai fait mes valises. J'ai pris un billet d'avion pour Lisbonne, où vivait une amie d'enfance. Je me suis dit que je partais quelques mois, le temps de guérir, le temps de respirer. Je suis restée 8 ans. Pendant ces 8 années, j'ai à peine donné de nouvelles. Quelques messages brefs, froids, sans âme. Alphonse ne répondait presque jamais. Quand il le faisait, c'était pour me demander de signer des papiers, de transférer de l'argent, de valider une vente de parcelles. Je signais, je validais. Je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Lucérine, elle, ne m'écrivait jamais. Mais parfois, très rarement, elle aimait une photo que je publiais sur les réseaux. Une plage, un coucher de soleil, un chat dans une ruelle. Jamais de commentaires, juste un petit cœur discret. Je me disais qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse, qu'elle avait trouvé sa place dans cette maison que j'avais fuie. Quelle idiote j'étais. En septembre 2025, j'ai reçu un appel de mon notaire. Des papiers urgents à signer concernant une donation que Robert avait faite de son vivant. Il fallait que je rentre, que je vienne en personne. J'ai hésité. Puis j'ai pensé à cette maison, à cette terre, au pommier que Robert avait planté, aux pierres grises de la façade, à la glycine qui grimpait le long du mur sud. J'ai acheté un billet. Le taxi m'a déposé devant le portail en début d'après-midi. La propriété n'avait pas changé. La même allée de gravier, la même haie de troène, la même odeur de terre humide et de feuilles mortes. Mais quelque chose clochait. Un silence trop lourd, trop compact. Je suis descendu du taxi. J'ai poussé le portail. Il a grincé, comme avant. Mes pas crissaient sur les graviers. Mon cœur battait trop fort. Alphonse est sorti de la maison. Il portait un pull sombre, un pantalon de toile. Il avait vieilli. Ses traits s'étaient durcis. Il avait maintenant 40 ans, mais il en paraissait 50. Il ne m'a pas souri. Il ne m'a pas embrassé. Il a juste dit « Tu es venu ?» Pas « Bonjour maman »,
Pas « Comment vas-tu ?» Juste « Tu es venu », comme si j'étais une livraison attendue. J'ai répondu « Oui, le notaire m'a appelé. » Il a hoché la tête. « Entre. On signera les papiers demain. Ce soir, tu dors dans l'ancienne chambre d'amis. » Pas « ta chambre ». L'ancienne chambre d'amis. J'ai monté mes bagages. La chambre sentait le renfermer. Les draps étaient propres, mais froids. Aucune fleur, aucune attention. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé par la fenêtre. Les champs s'étendaient à perte de vue, exactement comme dans mon souvenir. Mais tout semblait éteint. Même la lumière du soir paraissait grise. Je suis redescendue vers 18 heures. La cuisine était vide. Pas de Lucrine. Pas de bruit de casserole. Pas de radio allumée. J'ai demandé « Où est Lucrine ?» Alphonse, assis à table avec un verre de vin, a haussé les épaules. Elle est occupée. Occupée à quoi? Il m'a regardé avec ce regard que je connaissais trop bien. Ce regard de glace, à ce qu'elle sait faire. Je n'ai pas insisté. Pas ce soir-là. On a mangé en silence. Un reste de ragoût réchauffé. Alphonse mâchait lentement, les yeux dans le vide. Moi, je n'avais pas faim. Après le repas, je suis sortie sur la terrasse. L'air était frais. On entendait les vaches dans le pré voisin. Au loin, un chien aboyait. Et puis, j'ai entendu autre chose. Un bruit sourd, métallique, comme un coup contre une porte. Ça venait de derrière la grange. Je me suis avancée. Mes pas résonnaient sur les dalles de pierre. Le bruit s'est répété. Un coup, puis un autre. J'ai contourné la grange. Et là, dans la pénombre du soir, j'ai vu le vieux poulailler, celui qu'on n'utilisait plus depuis des années, celui dont Robert avait condamné la porte avec un cadenas rouillé. Le cadenas était neuf, et derrière la porte, quelque chose bougeait. Mon sang s'est glacé. J'ai fait un pas, puis un autre, et c'est là que j'ai entendu sa voix. Une voix faible, cassée, à peine un murmure. S'il vous plaît, parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. On ferme les yeux sur ce qu'on devrait voir. On se dit que tout va bien, parce que c'est plus simple. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Cette voix derrière la porte du poulailler m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. Mais avant que j'aie pu faire un pas de plus, j'ai entendu des pas lourds derrière moi. Alphonse. Qu'est-ce que tu fais là? Sa voix était sèche, coupante. Je me suis retournée. Il se tenait à 3 mètres de moi, les bras croisés, le visage fermé. J'ai montré le poulailler du menton. J'ai entendu du bruit. Il y a quelqu'un là-dedans? Il a souri. Pas un vrai sourire. Juste un étirement des lèvres sans chaleur. Des rats, sûrement. Ce vieux poulailler attire la vermine. J'ai entendu une voix. Tu as entendu le vent. Tu es fatigué. Le voyage, le décalage. Rentre te coucher. Il a attendu que je parte. Je sentais son regard dans mon dos. J'ai rejoint la maison, les jambes tremblantes, le cœur battant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'étais allongée dans ce lit froid, les yeux ouverts dans le noir, et je repensais à tout. À Robert, à cette maison, à l'homme que mon fils était devenu. Mais surtout, je repensais à ce que nous avions été, avant la mort, avant la haine, avant le silence. Robert et moi, nous nous étions rencontrés en 1981. J'avais 17 ans, lui, 23. Il travaillait dans une scierie à Argentan. Moi, je finissais mes études à l'école normale de Caen. On s'est croisés à une fête de village, un 14 juillet. Il portait une chemise blanche et il sentait le bois de chêne. Il m'a demandé de danser. J'ai dit oui. On s'est mariés 2 ans plus tard, en 1983. Une petite cérémonie à la mairie, puis à l'église de Saint-Germain-du-Corbéis. Ma mère pleurait. Mon père serrait la main de Robert en silence. C'était un homme de peu de mots, mon père. Mais il aimait Robert. Il disait qu'on voyait tout de suite les hommes solides. Robert était solide. Il avait des mains larges, des épaules carrées et cette façon de regarder les choses avec calme, comme si rien ne pouvait le surprendre. Il ne criait jamais. Il ne se plaignait jamais. Il travaillait du matin au soir, d'abord à la scierie, puis à la ferme que nous avions achetée ensemble en 1987 grâce à un prêt et à l'héritage de sa grand-mère. Cette ferme, c'était notre rêve. 20 hectares de terre, une maison en pierre de taille avec des poutres apparentes, une grange, un verger, un poulailler qu'on utilisait vraiment à l'époque avec des poules rousses et des canards. Alphonse est né en 1985. J'avais 21 ans, Robert, 27. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. L'accouchement a été long, difficile. Quand ils m'ont mis ce petit paquet chaud dans les bras, j'ai pleuré. Robert aussi.
Il a posé sa main sur la tête du bébé et il a murmuré « Il sera fort comme son grand-père ». Mais Alphonse n'a jamais pleuré ce jour-là. Même nouveau-né, il regardait le monde avec ses yeux froids, sombres, sans larmes. L'infirmière a ri. Quel calme, c'est un ange. Mais moi, j'ai senti un frisson. Les premières années ont été douces, malgré tout. Alphonse était un enfant tranquille, trop tranquille. Il ne riait pas beaucoup. Il jouait seul. Il ne cherchait pas les câlins. À 3 ans, il a tué un chaton. Je l'ai trouvé dans la grange, assis par terre, le petit corps inerte dans les mains. Il me regardait avec ce même regard vide. Il ne bougeait plus, alors je l'ai serré fort. Robert a dit que c'était un accident, que les enfants ne mesurent pas leur force, qu'il fallait lui expliquer, c'est tout. Mais moi, j'avais vu ses yeux. Il n'y avait ni culpabilité, ni tristesse, juste de la curiosité. À 6 ans, il a poussé un camarade d'école dans les escaliers. Le garçon s'est cassé le bras. Alphonse a dit qu'il avait trébuché tout seul. À 12 ans, il a mis le feu à un champ appartenant aux voisins. Il a juré qu'il jouait avec des allumettes et que c'était un accident. Robert voulait croire en son fils. Il disait que c'était l'adolescence, la maladresse, le manque de repères. Il l'emmenait travailler au champ, lui apprenait à réparer les machines, à tailler les arbres. Il pensait que la terre l'adoucirait. Moi, je voyais la vérité. Mais je me taisais. Parce qu'on aime nos enfants même quand on ne les comprend pas, même quand on a peur d'eux. Alphonse a grandi. Il est devenu un jeune homme grand, mince, avec les traits de Robert, mais le regard de personne, un regard sans fond. Il a quitté la maison à 22 ans pour travailler à Caen, dans une entreprise de logistique. On le voyait à Noël, à Pâques, parfois l'été. Il ne parlait jamais de sa vie. Il ne posait jamais de questions sur la nôtre. Et puis, en 2016, il est revenu. Il avait 31 ans. Il a annoncé qu'il se mariait, que sa fiancée s'appelait Lucérine, qu'il voulait s'installer à la ferme et reprendre l'exploitation. Robert était ravi. Il disait que c'était un signe, que notre fils revenait enfin à la terre, qu'il avait mûri. J'ai rencontré Lucérine un dimanche de mai 2016. Elle avait 26 ans. Elle était mince, brune, avec des yeux noisettes et un sourire timide. Elle parlait doucement. Elle baissait souvent la tête. Elle appelait Alphonse « mon chéri » avec une voix de petite fille. On a déjeuné tous les 4 dans la cuisine. Robert racontait des histoires sur la ferme. Lucérine l'écoutait poliment. Alphonse mangeait en silence. À un moment, Lucérine a renversé son verre d'eau. Juste un petit accident. L'eau s'est répandue sur la nappe. Elle s'est excusée, rouge de honte. « Je suis désolée, je suis tellement maladroite. » Alphonse a posé sa fourchette. Il l'a regardée. Un long regard froid. « Fais attention. » 2 mots. Juste 2 mots. Mais le ton, c'était comme une gifle. Lucérine a baissé les yeux. Elle a essuyé la nappe avec sa serviette, les mains tremblantes. Robert a ri pour détendre l'atmosphère. « Ce n'est rien, ma petite, ça arrive à tout le monde. Mais moi, j'avais vu. J'avais vu la peur dans les yeux de Lucérine. Et j'avais vu la satisfaction dans ceux d'Alphonse. Ils se sont mariés en juillet 2016. Une petite cérémonie à la mairie de C. Lucérine portait une robe blanche simple. Elle souriait, mais ses mains tremblaient quand elle a signé le registre. Sa famille était là. Une tante âgée venue d'Alençon, un cousin de Chartres avec sa femme. Des gens discrets, polis, qui sont repartis tout de suite après le repas. Je me souviens d'avoir demandé à Lucérine « Et tes parents ?» Elle a baissé les yeux. « Maman est décédée il y a 5 ans. Papa, on ne se parle plus. » Alphonse a coupé la conversation. « Elle a moi maintenant, c'est suffisant. Robert est mort 9 mois plus tard, en mars 2017. Ce matin-là, je me suis réveillée et il était allongé à côté de moi, immobile, froid, parti. J'ai hurlé, j'ai pleuré. J'ai appelé les secours, mais c'était trop tard. Une crise cardiaque massive. Il n'avait pas souffert, ont-ils dit. Mais moi, j'ai souffert. Les semaines qui ont suivi ont été un brouillard. L'enterrement, les condoléances, les papiers, les nuits blanches. Alphonse et Lucérine vivaient déjà dans la petite maison attenante, à côté de la ferme principale. Alphonse venait chaque jour me demander des comptes, des signatures, des décisions. Il voulait tout gérer, tout contrôler. Lucérine, elle, restait dans l'ombre. Elle m'apportait du thé. Elle nettoyait la cuisine. Mais elle ne parlait presque plus. Elle maigrissait à vue d'œil. Un soir, je lui ai demandé « Tu vas bien, ma chérie ?» Elle a souri. Un sourire si triste. « Oui, Éonie. Ne vous inquiétez pas pour moi. » 3 mois après l'enterrement, Alphonse m'a dit que je devais partir, que cette maison était trop grande pour moi seule, que je devais refaire ma vie ailleurs, que lui et Lucérine s'occuperaient de tout. On s'est disputé,
Il a crié « Moi aussi !» Et puis je suis partie. Je suis partie parce que je n'avais plus la force de me battre, parce que cette maison sans Robert était devenue un tombeau, parce que je pensais que l'absence guérirait tout. Quelle erreur! Allongée dans ce lit froid, en cette première nuit de retour, je repensais à tout cela, à toutes les fois où j'aurais dû dire non, à toutes les fois où j'aurais dû rester. Et je repensais à cette voix derrière la porte du poulailler. « S'il vous plaît, demain, me disais-je, demain, j'irai voir. Demain, je saurai. » Mais le sommeil ne venait pas. Alors je me suis levée. J'ai enfilé ma robe de chambre. J'ai ouvert la porte de ma chambre, doucement, pour ne pas faire de bruit. La maison était plongée dans le noir. Pas un bruit, pas une lumière. J'ai descendu l'escalier, marche après marche, en retenant mon souffle. Je suis sortie par la porte de derrière. Dehors, la nuit était glaciale. Un croissant de lune éclairait faiblement la cour. Les arbres bruissaient dans le vent. Je me suis dirigée vers le poulailler. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. J'ai posé ma main sur le cadenas. Il était froid, neuf, solide. Et derrière la porte, j'ai entendu une respiration, faible, saccadée. Quelqu'un était là, quelqu'un de vivant. J'ai murmuré « Lucérine ?» Silence. Puis, dans un souffle à peine audible, « Éonie, Éonie ». Ce murmure dans la nuit m'a glacé le sang. C'était bien Lucérine, enfermée dans ce poulailler, vivante, mais prisonnière. J'ai posé ma main contre la porte de bois. « Lucérine, c'est moi. Je suis là. Je vais te sortir de là. » Non, sa voix tremblait, une voix brisée, éraillée, comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. « Non, il va se fâcher. Partez, s'il vous plaît, partez. Je ne pars pas. Je vais chercher quelque chose pour casser ce cadenas. »« Non !» Le cri était étouffé, mais désespéré. « S'il vous entend, il me punira. Partez. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Je vous en supplie. » J'ai reculé d'un pas, le cœur battant, les larmes aux yeux. Mes mains tremblaient, ma tête tournait. Comment en étions-nous arrivés là? Et puis, j'ai entendu un bruit. Une porte qui s'ouvre. Des pas. Alphonse. Je me suis retournée. Il était là, dans la lumière blafarde de la lune, en pantalon de pyjama et t-shirt. Ses cheveux étaient en bataille, mais ses yeux étaient parfaitement éveillés, froids, calculateurs. « Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure ?» J'ai essayé de contrôler ma voix. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis sortie prendre l'air. Il s'est approché, lentement, comme un prédateur. Devant le poulailler, je me promenais, c'est tout. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi. Il me dépassait d'une tête. Dans la pénombre, son visage ressemblait à un masque. « Tu as parlé à quelqu'un ? À qui veux-tu que je parle ? Il n'y a personne. » Il a souri, ce sourire sans joie que je détestais tant. « Exactement. Il n'y a personne. Rentre te coucher, maman. Demain, on signe les papiers et tu repars. C'est mieux pour tout le monde. » Je suis rentrée. Mes jambes me portaient à peine. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le lit, le souffle court. Lucérine était enfermée dans ce poulailler. Mon fils la gardait prisonnière. Et moi, je n'avais rien vu pendant 8 ans. J'ai pleuré, silencieusement, pour ne pas qu'il m'entende. Le lendemain matin, je suis descendue vers 8 heures. La cuisine sentait le café. Alphonse était assis à table, en train de lire un journal. Il a levé les yeux vers moi. « Bien dormi ? » ?»« Oui. » »« Mensonge. Le notaire vient à 10 heures. Prépare-toi. Où est Lucérine ? » Il a tourné une page du journal. « Elle n'est pas là. Où est-elle ? Ça ne te regarde pas. » J'ai serré les poings. C'est ma belle-fille. Si, ça me regarde. Il a posé le journal. Il m'a regardé droit dans les yeux. Lucérine est ma femme. Elle fait ce que je lui dis de faire, comme toutes les femmes devraient le faire. Ces mots m'ont donné envie de vomir. Tu es devenu un monstre. Il a souri. Non, je suis devenu un homme. Papa était trop faible. Il te laissait tout décider. Moi, je ne commettrai pas cette erreur. Ton père était un homme bon. Mon père est mort. Le silence est retombé, lourd, étouffant. Puis il a ajouté, d'une voix calme, « Le notaire arrive dans 1 heure. Va te préparer. » Je suis remontée dans ma chambre. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais m'a fait du bien. Dehors, je voyais la grange, les champs, le poulailler au loin. Je devais faire quelque chose. Mais quoi ? Appeler la police ? Avec quelle preuve ? Je n'avais rien vu. Juste entendu une voix. Alphonse nierait tout. Il dirait que je devenais sénile, que je délirais. Et Lucérine elle-même m'avait supplié de partir. Mais je ne pouvais pas partir. Pas cette fois. Le notaire est arrivé à 10 heures pile. Maître Dubois.
Un homme d'une 60aine d'années, chauve, avec des lunettes rondes et un attaché-case en cuir. On s'est installé dans le salon. Alphonse avait préparé du café. Il jouait le fils attentionné, posant les tasses avec soin, souriant poliment. Maître Dubois a sorti les documents. « Madame Valgiraud, voici l'acte de donation que votre époux avait établi de son vivant. Il concerne une parcelle de 3 hectares située au nord de la propriété. Cette parcelle devait revenir à votre fils Alphonse à ses 40 ans, ou en cas de décès de monsieur Valgiraud, selon la première éventualité. J'ai parcouru le document. C'était effectivement l'écriture de Robert, sa signature. Tout était en ordre. Votre mari souhaitait que cette parcelle permette à Alphonse de démarrer sa propre exploitation. Cependant, pour que la donation soit effective, vous devez la valider en tant qu'héritière principale. J'ai regardé Alphonse. Il me fixait, impassible. J'ai demandé « Et si je refuse ?» Maître Dubois a semblé surpris. « Eh bien, la parcelle resterait dans l'indivision. Mais c'était la volonté de votre époux, madame. Il l'a rédigée de son vivant. Je sais, mais les choses changent. Alphonse s'est raidi. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que j'ai besoin de réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. Papa voulait que cette terre me revienne. Tu n'as pas le droit de... Maître Dubois a levé la main. Monsieur Valgiraud, calmez-vous. Madame votre mère a tout à fait le droit de prendre le temps de la réflexion. C'est une décision importante. Alphonse a serré les mâchoires. Je voyais la colère monter en lui, comme une eau noire. Mais devant le notaire, il se contrôlait. « Combien de temps ?» a-t-il demandé d'une voix sèche. J'ai répondu avant que Maître Dubois ne parle. « 1 semaine. »« 1 semaine ? Tu te moques de moi ? 1 semaine. Je veux visiter la propriété, voir ce que vous avez fait de cette terre, voir comment vous vivez. » Alphonse a blêmi. « Tu n'as rien à voir ici. Tu es parti pendant 8 ans, tu nous as abandonnés. J'ai quitté une maison, pas mes responsabilités. » Maître Dubois a rangé ses papiers, visiblement mal à l'aise. « Bien. Je reviendrai dans 1 semaine. D'ici là, Madame Valgiraud, vous pouvez me contacter si vous avez des questions. » Il est parti. Dès que la porte s'est refermée, Alphonse s'est tourné vers moi. « Qu'est-ce que tu manigances ?»« Rien. Je veux juste comprendre. »« Comprendre quoi ? Où est Lucérine ?» Il a ri. Un rire sans joie. « Tu es obsédé par Lucérine. Pourquoi ? Tu la connais à peine. C'est ma belle-fille. Et elle vit ici. Où elle vivait. Où est-elle, Alphonse ? Elle est partie. Partie où ? Chez sa tante, à Alençon. Elle avait besoin de repos. Le stress, tu comprends. Je veux lui parler. Elle n'a pas de téléphone. Tout le monde a un téléphone. Pas elle. Elle n'aime pas ça. Elle préfère la tranquillité. Alors donne-moi l'adresse de sa tante. J'irai la voir. Il a hésité. Une fraction de seconde. Mais j'ai vu. Je ne l'ai pas. Tu ne sais pas où habite la tante de ta propre femme ? Je te dis qu'elle va bien. Arrête de fouiner. Il criait maintenant. Les veines de son cou saillaient. J'ai gardé mon calme. Si elle va bien, prouve-le. Appelle-la. Devant moi. Va-t'en. Prends tes affaires et va-t'en. Non. Ce mot l'a figé. Quoi ? Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu Lucérine. Et si tu refuses, je ne signerai rien. Jamais. Il s'est approché. Tout près. Trop près. Je sentais son souffle. Sa colère. Sa violence contenue. Tu fais une grosse erreur. C'est toi qui fais une erreur. Depuis des années, on s'est regardé, mère et fils, 2 étrangers. Puis il a tourné les talons et il est sorti en claquant la porte. Je suis restée seule dans le salon. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains tremblaient. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. J'ai attendu 1 heure, puis 2. Alphonse n'est pas revenu. En début d'après-midi, j'ai enfilé mon manteau. Je suis sortie. J'ai marché dans la propriété comme si je faisais une simple promenade. J'ai longé les champs, les pommiers, la grange. Et puis, mine de rien, je me suis approchée du poulailler. Il faisait jour. Le cadenas brillait sous le soleil pâle de septembre. Pas de bruit, pas de mouvement. J'ai murmuré « Lucérine ?» Silence. « Lucérine, c'est Éonie. Je suis là. » Un frôlement, puis une voix faible. « Partez, s'il vous plaît. » « Je ne pars pas. Je vais te sortir de là. Mais j'ai besoin que tu me dises la vérité. Depuis combien de temps es-tu enfermée ici ? » Silence. « Lucérine ? Je ne sais plus. Les jours, ils se ressemblent tous. Des semaines ? Des mois ? » Un sanglot étouffé. « Des années. Mon sang s'est glacé. »« Quoi ? Depuis que vous êtes parti. Depuis 2017. 8 ans. 8 ans enfermés. Pendant que je vivais à Lisbonne. Pendant que je me promenais au bord du Tage. Pendant que je buvais du vin avec des amis. Pendant que je me reconstruisais. Elle
Elle pourrissait dans ce poulailler. J'ai posé ma main contre la porte. Je vais te sortir de là. Je te le promets. Non, il vous tuera. Il ne me touchera pas. Vous ne le connaissez pas. C'est mon fils. Ce n'est plus votre fils. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, parce qu'elle avait raison. L'homme qui enfermait sa femme dans un poulailler n'était plus mon fils. C'était un monstre que j'avais mis au monde, que j'avais nourri, que j'avais aimé et que je devais arrêter. J'ai entendu un moteur, la camionnette d'Alphonse. Il revient, a chuchoté Lucérine. Partez, vite. Je me suis éloignée du poulailler. J'ai marché vers les champs, comme si de rien n'était. Alphonse est descendu de la camionnette. Il portait des sacs de course. Il m'a regardé. Tu te promènes? Oui, ça me fait du bien. Cette terre me manquait. Il a hoché la tête. Puis il est entré dans la maison. Je l'ai suivi. Il rangeait les courses en silence. Alphonse, quoi? Je veux rester quelques jours. 1 semaine, comme j'ai dit au notaire. Pourquoi? Pour réfléchir, pour me souvenir, pour faire la paix avec cette maison. Il m'a regardé longuement. D'accord, mais tu restes à ta place. Tu ne te mêles de rien. D'accord, mensonge. Ce soir-là, on a mangé en silence. Alphonse a préparé des pâtes. Il mangeait vite, les yeux baissés. À un moment, j'ai demandé « Tu ne manges jamais avec Lucérine ?» Il a levé les yeux. « Elle n'est pas là, je te l'ai dit. Mais avant, quand elle était là, vous mangiez ensemble? Parfois, elle cuisinait? Oui. Elle était bonne cuisinière? » Il a posé sa fourchette. « Pourquoi toutes ces questions? Simple curiosité. Ta curiosité m'énerve. Je suis ta mère. J'ai le droit de m'intéresser à ta vie. Tu n'as plus aucun droit ici. » Il s'est levé. Il a jeté son assiette dans l'évier. Puis il est sorti. Je l'ai entendu marcher dans la cour. Puis plus rien. J'ai attendu. 1 heure, 2 heures. À 22 heures, je suis monté me coucher. Mais je n'ai pas dormi. J'ai attendu minuit. Puis 1 heure du matin. Et puis, je me suis levé. J'ai enfilé mes chaussures, mon manteau. J'ai pris ma lampe de poche. Je suis sorti par la porte de derrière, silencieusement. La nuit était noire, pas de lune, juste le vent dans les arbres. Je me suis dirigé vers le poulailler. J'ai allumé la lampe. Le cadenas brillait dans le faisceau. J'avais pris une pince dans le garage. Une grosse pince coupante. Je l'ai placée sur l'anse du cadenas. J'ai serré. De toutes mes forces. Le métal a craqué. Encore. Et puis, clic, le cadenas est tombé. J'ai ouvert la porte. L'odeur m'a frappé en pleine face. Une odeur de crasse, de moisissure, d'urine, de désespoir. J'ai dirigé la lampe à l'intérieur. Et j'ai vu Lucérine. Elle était recroquevillée dans un coin, sur une vieille couverture sale. Ses cheveux étaient emmêlés, collés de boue. Son visage était couvert de crasse. Elle portait une robe déchirée, trop grande pour elle. Ses pieds étaient nus, sales, abîmés. À côté d'elle, un seau en plastique, des grains de maïs éparpillés sur le sol, une bouteille d'eau à moitié vide. Elle a levé la main pour protéger ses yeux de la lumière. Éonie, sa voix était un murmure rauque. Je me suis agenouillé devant elle. J'ai pris sa main. Elle était glacée, squelettique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle a pleuré, silencieusement, sans bruit. Comme si elle avait oublié comment pleurer vraiment. Viens, on s'en va. Maintenant. Non, il ne fera rien. Je suis là. Viens. Je l'ai aidée à se lever. Elle pesait à peine 50 kilos. Elle tremblait de tout son corps. On est sorti du poulailler. Et c'est là que j'ai entendu sa voix. Alphonse, qu'est-ce que tu fais? Il était là, à 10 mètres, immobile dans la nuit. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Qu'est-ce que tu fais? La voix d'Alphonse était calme. Trop calme. C'était pire que s'il avait crié. Je tenais Lucérine par le bras. Elle tremblait contre moi comme une feuille dans le vent. Je sentais ses os sous ma main, sa peau glacée. J'ai redressé les épaules. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Je fais ce que j'aurais dû faire il y a 8 ans. Il s'est approché, lentement, ses mains dans les poches de son pantalon. Son visage était un masque. Elle t'a menti. Elle est malade. Elle délire. Elle invente des histoires. Regarde-la, Alphonse. Regarde ce que tu as fait. Lucérine a baissé la tête. Elle essayait de se faire toute petite, comme si elle voulait disparaître. Alphonse a souri. Ce sourire froid que je haïssais. Je ne lui ai rien fait. C'est elle qui refuse de se comporter normalement. Alors, je lui apprends. C'est tout. Tu l'enfermes dans un poulailler. Je la protège. D'elle-même. Tu es fou. Son sourire s'est effacé. Non, je suis lucide. Toi, tu es comme papa. Faible, aveugle. Vous ne comprenez rien à l'ordre des choses. L'ordre des choses? Oui, l'ordre naturel.
L'homme commande, la femme obéit. Papa a passé sa vie à ramper devant toi. Moi, je ne ferai jamais ça. J'ai senti la nausée monter. Ton père ne rampait devant personne. Il m'aimait. Il me respectait. Il était faible. Et toi, tu es un monstre. Alphonse a fait un pas de plus. Il était maintenant à 2 mètres de nous. Lâche-la. Non. Lâche-la ou quoi? Tu vas me frapper? Tu vas m'enfermer moi aussi? Il a serré les poings. Je voyais la rage bouillonner en lui, mais il se contrôlait. Encore. C'est ma femme. Elle reste ici. Elle vient avec moi. Où? Tu n'as nulle part où aller. Tu es seule. Tu es vieille. Tu n'as aucun pouvoir. J'ai assez de pouvoir pour appeler la police. Il a ri. La police? Et tu leur diras quoi? Que j'enferme ma femme? Elle te contredira. Pas vrai, Lucérine? Lucérine tremblait toujours. Elle ne répondait pas. Alphonse s'est tourné vers elle. Dis-lui que tu es bien ici, que je prends soin de toi. Silence. Lucérine, je te parle. Elle a levé la tête. Son regard était vide, mort. Je suis bien ici. Sa voix était un murmure mécanique, comme une poupée cassée. Alphonse a souri. Tu vois, elle est heureuse. J'ai serré Lucérine plus fort contre moi. Elle a peur de toi. Elle dit ce que tu veux entendre. Non, elle dit la vérité. Alors pourquoi elle est dans cet état? Regarde-la. Elle est squelettique, sale, terrifiée. Elle refuse de manger, elle refuse de se laver. Ce n'est pas ma faute si elle se néglige. Tu l'enfermes dans un poulailler depuis 8 ans, pour son bien. Il a crié. Enfin, la rage éclatait. Elle est stupide, elle ne sert à rien, elle ne sait rien faire correctement, elle brûle les repas, elle casse tout ce qu'elle touche, elle pleure pour un oui ou pour un non. Je lui ai donné un toit, une vie, un nom, et elle me remercie en étant misérable. C'est toi qui l'as rendue misérable. Non, elle est née comme ça, faible, inutile, pathétique. Il crachait les mots avec un mépris glacé. J'ai regardé Lucérine. Elle pleurait en silence. Des larmes coulaient sur ses joues crasseuses. Viens, ma chérie, on s'en va. Je l'ai tirée doucement vers la maison. Alphonse s'est mis devant nous. Vous n'irez nulle part. Pousse-toi. Non, on s'est regardés. Mère et fils, 2 ennemis, et puis une voix, faible, mais claire. Je veux partir. Lucérine. Elle avait levé la tête. Elle regardait Alphonse. Pour la première fois, il y avait quelque chose dans ses yeux. Une étincelle, minuscule, mais présente. Je veux partir avec Éonie. Le visage d'Alphonse s'est durci. Tu ne sais pas ce que tu dis? Si, je sais. Si tu pars, tu n'auras rien. Aucun endroit où aller. Aucune famille. Tu finiras à la rue. Ça m'est égal. Tu es ma femme. Tu m'appartiens. Non. Ce mot l'a figé. Lucérine tremblait de tout son corps, mais elle ne baissait pas les yeux. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'ai jamais appartenu. Alphonse a fait un pas vers elle. J'ai vu ses mains se crisper. Je me suis interposé. Ne la touche pas. Pousse-toi. Non. Il m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu de la haine pure dans ses yeux. Tu vas le regretter. Peut-être. Mais pas autant que toi. On était restés là, Lucérine et moi, face à lui, dans cette nuit glacée. Et puis, il a reculé. Pas par respect. Pas par peur. Mais parce qu'il calculait. Il savait qu'il ne pouvait pas nous retenir de force. Pas maintenant. Pas comme ça. Il a souri. Un sourire mauvais. Très bien. Partez. Mais vous ne tiendrez pas 2 jours. Et quand elle reviendra en rampant, et elle reviendra, je lui ferai payer chaque minute de cette trahison. Il est rentré dans la maison. Il a claqué la porte. Lucérine s'est effondrée contre moi. Ses jambes ne la portaient plus. Je l'ai soutenue. Je te tiens. Je suis là. On va partir d'ici. Tout de suite. On est rentré dans la maison par la porte de derrière. J'ai aidé Lucérine à monter les escaliers. Chaque marche lui demandait un effort surhumain. Je l'ai installée dans ma chambre. Je l'ai assise sur le lit. Je vais chercher des vêtements, des chaussures. On part dans 10 minutes. Elle a hoché la tête. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti un pantalon, un pull, des chaussettes. Des vêtements trop grands pour elle, mais c'était mieux que cette robe déchirée. Déshabille-toi, je t'aide. Elle a enlevé la robe. Son corps était couvert de bleu. Ancien, récent. Certains violets, d'autres jaunâtres. Des marques sur les bras, les épaules, les jambes. J'ai fermé les yeux 1 seconde, pour ne pas pleurer, pour ne pas hurler. Puis je l'ai aidé à enfiler mes vêtements, lentement, avec douceur. Tu as mal? Partout. On va aller à l'hôpital. Non, il nous retrouvera. Il ne pourra rien faire. Je te protégerai. Elle m'a regardé avec des yeux si tristes. Personne ne peut me protéger de lui. Si, moi.
Je ne savais pas si c'était vrai, mais je devais le croire. J'ai enfilé mes chaussures, j'ai pris mon sac, mon téléphone, mon portefeuille. On y va, on est descendu. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Alphonse était dans le salon, assis dans le fauteuil de Robert, dans le noir. Il ne nous a pas regardés. On est sortis. Dehors, l'air était glacial. Lucrine grelottait. Je l'ai enveloppée dans mon manteau. Ma voiture est garée devant. On a marché vers l'allée. Chaque pas de Lucrine était une souffrance, mais elle avançait. On est arrivés à ma voiture. Une petite Renault que j'avais louée à l'aéroport. J'ai ouvert la portière passager. J'ai installé Lucrine. Je lui ai mis la ceinture. Ça va aller. On sera bientôt loin d'ici. Je suis monté côté conducteur. J'ai mis le contact. La voiture a démarré. J'ai allumé les phares. Et c'est là que je l'ai vu. Alphonse, debout devant la voiture, immobile, les bras le long du corps. Il nous regardait, sans expression. J'ai klaxonné. Pousse-toi. Il n'a pas bougé. J'ai klaxonné encore. Plus longtemps. Rien. J'ai passé la marche arrière. J'ai reculé de quelques mètres. Puis j'ai tourné le volant pour contourner l'allée, passer par la pelouse. Alphonse a couru. Il s'est mis devant nous. À nouveau. Pousse-toi ou je te renverse. Il a souri. Et puis, il a sorti quelque chose de sa poche. Un téléphone. Il l'a levé. Il nous a filmés. Vas-y, maman. Renverse-moi. Devant témoin. Mon cœur battait à tout rompre. Lucrine murmurait à côté de moi. Partons. Partons, s'il vous plaît. J'ai serré le volant. J'ai hésité. Et puis, j'ai pris ma décision. J'ai reculé jusqu'au portail. J'ai ouvert ma portière. Je suis descendu. Très bien. Tu veux jouer? On va jouer. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé le 17. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Alphonse. J'appelle la police. Pourquoi faire? Séquestration, violence conjugale, mise en danger. Il a ri. Tu n'as aucune preuve. Si, elle. J'ai montré Lucrine dans la voiture. Elle dira tout. 8 ans enfermée. Les coups, la faim, tout. Alphonse a regardé Lucrine. Elle baissait la tête. Il a souri. Elle ne dira rien. Pas vrai, Lucrine? Silence. Lucrine, regarde-moi. Elle a levé les yeux, lentement. Si tu parles, je te retrouverai, où que tu ailles. Et ce que je t'ai fait jusqu'à maintenant, ce sera rien comparé à ce que je te ferai. Tu m'entends? Lucrine a hoché la tête. Une larme a coulé sur sa joue. Alors tu vas descendre de cette voiture. Tu vas rentrer dans la maison. Et tu vas oublier cette nuit. Compris? Lucrine a posé sa main sur la poignée. Non, ai-je crié. Lucrine, ne l'écoute pas. Mais elle ouvrait déjà la portière. Elle est descendue, lentement, comme une morte vivante. Elle est passée devant moi, sans me regarder. Elle a marché vers la maison. Alphonse a souri. Tu vois, elle sait où est sa place. J'ai couru vers Lucrine. Ne fais pas ça. Tu es libre. Viens avec moi. Elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée. Je suis désolée. Éonie. Sa voix était un murmure brisé. Je ne peux pas. Il a raison. Je ne suis rien. Je ne sers à rien. Je mérite ce qui m'arrive. Non, tu ne mérites rien de tout ça. Si, elle a continué à marcher. Elle est rentrée dans la maison. La porte s'est refermée. Je suis restée là, debout dans l'allée, le téléphone à la main. Alphonse s'est approché de moi. Maintenant, tu vas retourner dans ta chambre. Demain matin, tu signeras les papiers. Et après-demain, tu partiras. Pour toujours. Sinon, il a montré son téléphone. Sinon, je montrerai cette vidéo à tout le monde. Ma pauvre mère, devenue folle, qui essaie de renverser son propre fils avec sa voiture, qui invente des histoires sur ma femme, qui harasse ma famille. Personne ne te croira. Vraiment? Tu en es sûr? Tu es parti pendant 8 ans. Tu n'as jamais donné de nouvelles. Et maintenant tu reviens et tu accuses ton fils, sans aucune preuve. Qui aura l'air fou, à ton avis? Il avait raison. Et je le savais. J'ai baissé les yeux. Bien, a-t-il dit. On se comprend. Il est rentré dans la maison. Je suis resté seul dans la nuit. J'ai regardé le ciel, les étoiles, la lune cachée derrière les nuages. J'ai pensé à Robert, à ce qu'il aurait fait. Il aurait trouvé une solution. Il en trouvait toujours. Mais Robert était mort. Et moi, j'étais seul. Je suis rentré dans la maison. Je suis monté dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte. Je me suis assise sur le lit. Et j'ai pleuré. Pleuré pour Lucrine. Pour cette femme brisée que je n'avais pas pu sauver. Pour toutes ces années perdues. Pour toute cette souffrance. Mais dans mes larmes, quelque chose grandissait. Pas de la tristesse, de la colère. Une colère froide, lucide, déterminée. Alphonse pensait avoir gagné, mais il se trompait. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne signerai rien, je ne partirai pas,
Et je ne laisserai pas Lucrine pourrir dans ce poulailler, même si je devais y laisser ma vie, même si je devais affronter mon propre fils. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai cherché sur Internet. Avocat, orne, violence conjugale, séquestration. Plusieurs résultats. J'ai noté 3 noms, 3 numéros. Demain, je les appellerai. Demain, je commencerai à me battre. Pour Lucrine. Pour moi. Pour toutes les femmes que des hommes comme Alphonse essaient de briser. J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, tout était noir. Mais dans ma poitrine, quelque chose s'allumait. Une petite lumière, fragile, mais présente. L'espoir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une minute. J'étais allongée dans le noir, les yeux ouverts, le cerveau en ébullition. Je revoyais le visage de Lucrine, ses bleus, ses mains tremblantes, son regard vide, et je revoyais Alphonse, son sourire, sa froideur, sa cruauté calculée. Comment en étais-je arrivée là? Comment avais-je pu mettre au monde un tel monstre? J'avais passé des années à me dire que c'était ma faute, que j'avais raté quelque chose, que j'aurais dû être plus sévère, plus présente, plus aimante. Mais cette nuit-là, dans cette chambre froide, j'ai compris. Ce n'était pas ma faute. Alphonse était né comme ça, avec cette faille, ce vide, cette incapacité à ressentir ce que les autres ressentent. Robert l'avait vu, lui aussi. Mais il refusait de l'admettre. Il se disait que l'amour suffirait, que le travail, la discipline, la patience changeraient notre fils. Mais on ne change pas un monstre. On l'empêche juste de nuire. Et moi, je l'avais laissé nuire, pendant 8 ans. À 6 heures du matin, je me suis levée. Je me suis habillée. J'ai descendu les escaliers sans faire de bruit. La cuisine était vide. Alphonse dormait encore, probablement. J'ai préparé du café. J'ai bu 2 tasses, noires, fortes, pour me réveiller, pour me donner du courage. Puis j'ai sorti mon téléphone. 7 heures, trop tôt pour appeler un avocat. Alors j'ai fait autre chose. J'ai ouvert l'application photo. J'ai parcouru mes clichés de la veille. J'avais pris quelques photos de la propriété en arrivant, par nostalgie. Et puis, j'ai eu une idée. Je suis sortie. L'air était frais. Le soleil se levait à peine, noyé dans la brume. Je me suis dirigée vers le poulailler. La porte était refermée. Mais le cadenas, celui que j'avais cassé, gisait par terre. Alphonse l'avait remplacé par un autre, encore plus gros, encore plus solide. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris des photos, du poulailler, du cadenas, de l'état des lieux. Puis j'ai fait le tour de la bâtisse. Il y avait une petite lucarne sur le côté, haute, à moitié cassée. Je suis montée sur une vieille caisse en bois. J'ai regardé à l'intérieur. Lucrine était là, recroquevillée dans le coin, exactement comme la nuit d'avant. Elle portait à nouveau cette robe déchirée. Mes vêtements gisaient en boule à côté d'elle. Elle ne dormait pas. Elle fixait le mur. J'ai pris des photos, plusieurs, en silence. Puis j'ai murmuré « Lucrine ». Elle a sursauté. Elle a levé les yeux vers la lucarne. C'est moi, Éonie. Elle n'a rien dit. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Je ne t'abandonne pas. Tu m'entends? Je vais te sortir de là. Mais j'ai besoin de temps. Quelques jours. Fais-moi confiance. Elle a secoué la tête. Partez. S'il vous voit, il ne me voit pas. Il dort. Il ne dort jamais vraiment. Sa voix était un murmure fantomatique. Il sait toujours tout. Il voit tout. Il entend tout. C'est faux. Il te fait croire ça pour que tu aies peur. J'ai peur. Je sais. Mais bientôt, tu n'auras plus besoin d'avoir peur. Je suis descendue de la caisse. J'ai rangé mon téléphone. En retournant vers la maison, j'ai croisé Alphonse. Il sortait justement, en pantalon de jogging et t-shirt. Il portait une gamelle en plastique et une bouteille d'eau. On s'est regardé. « Tu te promènes encore ?» Je prends l'air. À 7 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir. Il a hoché la tête, puis il a continué son chemin, vers le poulailler. J'ai serré les poings. Mais je ne suis pas intervenue. Pas encore. Je suis rentrée dans la maison. Je suis montée dans ma chambre. J'ai transféré les photos de mon téléphone vers un dossier sécurisé en ligne. Puis j'ai attendu 9 heures. À 9 heures pile, j'ai appelé le premier avocat de ma liste. Maître Bérengère, cabinet à Alençon. Une secrétaire a décroché. Cabinet Bérengère, bonjour. Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous avec Maître Bérengère. C'est urgent. De quoi s'agit-il? Séquestration. Violence conjugale. Vous êtes la victime? Non, c'est ma belle-fille. Elle souhaite porter plainte? J'ai hésité. Elle ne peut pas. Elle est retenue contre son gré. Silence à l'autre bout. Madame, si vous avez connaissance d'une séquestration en cours, vous devez appeler la police immédiatement. C'est compliqué. Maître Bérengère peut vous recevoir demain matin, 10 heures, mais je vous conseille vraiment de contacter les autorités dès maintenant. Merci.
Je viendrai demain. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. La secrétaire avait raison. Je devais appeler la police. Tout de suite. Mais avec quoi? Des photos prises en douce? Le témoignage d'une femme qui refusait de parler? La parole d'une mère contre son fils? Non. Il me fallait plus. Il me fallait des preuves irréfutables. J'ai appelé le 2e numéro. Maître Lefebvre, cabinet à Argentan. Même discours, même réponse. Appeler la police. Mais je ne pouvais pas. Pas sans être sûr. J'ai raccroché. Puis j'ai entendu des pas dans l'escalier. Alphonse. Il a frappé à ma porte. Maman? Je n'ai pas répondu. Il a frappé encore. Je sais que tu es là. Ouvre. J'ai ouvert. Il se tenait sur le seuil, les bras croisés. On doit parler. De quoi? Du notaire. Il vient après-demain. Jeudi. Tu signes et tu pars. C'est clair? Non. Quoi, non? Je ne signerai rien. Son visage s'est durci. On avait un accord. Je n'ai rien accepté. Tu m'as menacé. Ce n'est pas pareil. Si tu ne signes pas, tu n'auras plus rien. Aucun droit sur cette terre. Alors je n'aurai rien. Mais toi non plus. Il a serré les mâchoires. Tu es vraiment stupide. Peut-être, mais je suis ta mère. Et je ne te laisserai pas continuer. Continuer quoi? Tu sais très bien. Il m'a regardé longuement. Puis il a souri. Tu n'as aucune preuve. Si. J'ai sorti mon téléphone. J'ai montré les photos. Le poulailler. Lucérine recroquevillée. Les bleus. La saleté. Son sourire s'est effacé. Où as-tu pris ça? Ce matin. Tu es entré dans le poulailler? Non. J'ai regardé par la lucarne. Il a tendu la main. Donne-moi ce téléphone. Non. Donne-le-moi. Non. Il a fait un pas vers moi. J'ai reculé. Si tu me touches, j'envoie ces photos à la police. Tout de suite. Il s'est arrêté. On s'est regardé. 2 bêtes en cage. Puis il a parlé, d'une voix très calme. Trop calme. Ces photos ne prouvent rien. On ne voit pas son visage clairement. On ne voit pas qui c'est. Ça pourrait être n'importe qui. N'importe quoi. La police fera une enquête. Et alors, Lucérine leur dira qu'elle va bien, qu'elle vit dans la maison, qu'elle n'est jamais allée dans ce poulailler. Et moi, je leur dirai que tu es malade, que tu inventes des choses, que tu essaies de me nuire parce que tu es jalouse, parce que tu m'en veux d'avoir hérité de cette terre. Personne ne te croira. Vraiment? Une vieille femme qui revient après 8 ans d'absence et qui accuse son fils sans aucune preuve solide? Tu crois que c'est toi qu'on croira? Il avait raison. Et ça me rendait malade. Sors de ma chambre. Avec plaisir. Il est parti. Il a claqué la porte. Je me suis assise sur le lit. J'ai regardé les photos sur mon téléphone. Elles ne suffiraient pas. Il me fallait autre chose. Il me fallait Lucérine. Vivante, libre, prête à témoigner. Mais comment? J'ai passé la journée à réfléchir, à tourner en rond dans ma chambre. Alphonse était quelque part dans la propriété. Je l'entendais parfois. Un moteur, des bruits de métal. Il travaillait, comme si de rien n'était. Vers 17 heures, je suis descendue. J'avais faim. Je n'avais rien mangé de la journée. La cuisine était vide. J'ai ouvert le frigo. Presque rien. Du lait, du beurre, des œufs. J'ai préparé une omelette. J'ai mangé debout, près de la fenêtre. Dehors, le ciel était gris. Il allait pleuvoir. Et puis, j'ai vu quelque chose. Alphonse. Il sortait du poulailler. Il refermait le cadenas. Il portait la gamelle vide dans une main. Il est rentré dans la maison par la porte de derrière. Il m'a vu dans la cuisine. « Tu manges? Oui? Bien? Profite. Demain, tu n'auras plus rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je coupe l'eau, l'électricité, tout. Tu veux rester? Très bien. Mais tu vivras comme une squatteuse. Tu ne peux pas faire ça. Si, c'est ma maison, mon terrain. Tu n'es qu'une invitée, et je te retire mon invitation. » Il a posé la gamelle dans l'évier, puis il est sorti. Je suis restée seule. Mon cœur battait trop vite. Il essayait de me briser, de me pousser à partir, mais je ne partirai pas. Cette nuit-là, j'ai attendu minuit. Puis, 1h du matin, je suis sortie, en silence, avec une lampe de poche. Je suis allée jusqu'au poulailler. J'ai éclairé le cadenas. Énorme, impossible à casser sans outils lourds. Mais la lucarne, je suis montée sur la caisse. J'ai éclairé l'intérieur. Lucérine dormait, ou faisait semblant. J'ai chuchoté « Lucérine ». Elle a ouvert les yeux. « Je vais te faire sortir. » Mais pas par la porte, par la lucarne. C'est trop haut, je ne peux pas. Si, tu peux, je vais t'aider. J'ai passé ma main par la lucarne. Le cadre était pourri. Je l'ai secoué. Il a bougé. J'ai tiré. Encore, encore. Le bois a craqué. Le cadre s'est détaché. L'ouverture était étroite, mais suffisante. Viens, grimpe sur quelque chose. Tends-moi les mains. Lucérine s'est levée. Elle a traîné la caisse à l'intérieur.
Elle est montée dessus. Elle a tendu les bras vers moi. J'ai attrapé ses mains. Elles étaient glacées, squelettiques. Je vais te tirer. Pousse avec tes pieds. Elle a poussé, j'ai tiré. De toutes mes forces, son corps a glissé vers l'ouverture. Elle a gémi de douleur. Continue, encore un peu. Elle a réussi à passer la tête, puis les épaules. Je tirais. Elle poussait. Et puis, elle est sortie. Elle est tombée dans mes bras. On est tombées toutes les deux sur le sol. On était restés là, allongés dans l'herbe humide, à reprendre notre souffle. « Tu as réussi », ai-je murmuré. « Tu es libre ». Elle pleurait, silencieusement. « Viens, on va à ma voiture. On part. Maintenant. » Je l'ai aidée à se lever. On a marché vers l'allée. Lentement, Lucrine boitait. Chaque pas lui arrachait un gémissement. On est arrivés à la voiture. J'ai ouvert la portière. Et c'est là que les lumières de la maison se sont allumées. Toutes, en même temps. La porte d'entrée s'est ouverte. Alphonse est sorti. Il nous a regardés. Il ne courait pas. Il ne criait pas. Il marchait, calmement. Et il souriait. « Tu croyais vraiment que je ne m'en rendrais pas compte ?» Mon sang s'est glacé. J'ai installé des capteurs. Sur le poulailler. Sur les portes. Partout. Dès que tu as touché cette lucarne, j'ai été prévenu. Il a montré son téléphone. Un écran avec des alertes. « Technologie, maman. Tu devrais t'y mettre. » Il s'est approché. Maintenant, elle retourne à sa place. « Et toi, tu pars. Tout de suite. Sinon, il a sorti quelque chose de sa poche. Un couteau. Pas un grand couteau. Juste un opinel. Celui que Robert utilisait pour tailler les branches. Mais dans sa main, c'était une arme. Sinon, j'appelle la police. Et je leur dis que tu as tenté de m'agresser. Que tu as cassé ma propriété. Que tu as essayé de kidnapper ma femme. Et ce couteau, je dirais que c'est toi qui l'avais. » Lucrine tremblait contre moi. « Ne l'écoutez pas, » a-t-elle murmuré. Mais sa voix était si faible. Alphonse a tendu la main vers elle. « Viens, Lucrine, rentre. » Non, c'était moi qui avais parlé. Elle ne rentre pas. Elle vient avec moi. Alors, je vous tue toutes les deux. Il a dit ça calmement, comme s'il parlait de la météo. Ici, maintenant. Et je dirais que c'était de la légitime défense, que vous m'avez attaqué. Qu'est-ce que tu crois? Qui va-t-on croire? Toi ou moi? J'ai regardé ce couteau. J'ai regardé ses yeux. Et j'ai compris. Il était capable de le faire. Mon fils était capable de me tuer. Qui va-t-on croire? Toi ou moi? Ces mots résonnaient dans ma tête comme une sentence. Alphonse tenait ce couteau comme s'il pesait rien. Ses yeux ne sillaient pas. Il était calme, trop calme. Et moi, je savais qu'il ne bluffait pas. Mon fils était capable de me tuer, de nous tuer toutes les deux, et de s'en sortir. Lucrine tremblait contre moi. Je sentais son corps décharné, ses os saillants, sa terreur. J'ai levé les mains, lentement. « D'accord, d'accord, Alphonse, calme-toi. Je suis calme, c'est toi qui ne l'es pas. Range ce couteau, s'il te plaît. Pourquoi? Tu as peur? Oui, j'ai peur. » Il a souri, satisfait. « Bien, tu devrais. Maintenant, Lucrine rentre. Et toi, tu fais tes bagages. Dans 1 heure, tu es parti. Il est 2 heures du matin. Je ne peux pas conduire maintenant. Alors, tu dors dans ta voiture, mais tu quittes cette propriété. » J'ai regardé Lucrine. Ses yeux suppliaient. Ne me laissez pas. Mais que pouvais-je faire? J'ai serré sa main. Une dernière fois. Je reviens. Je te le promets. Elle a secoué la tête. Elle savait que c'était un mensonge. Alphonse a attrapé son bras. Il l'a tiré vers lui, brutalement. Viens. Elle a trébuché. Il l'a traînée vers le poulailler. J'ai fait un pas. Ne la traite pas comme ça. Il s'est retourné. Le couteau pointé vers moi. Un pas de plus et je te jure que je t'ouvre la gorge. Je me suis figée. Il a continué à traîner Lucrine. Elle ne résistait plus. Elle était devenue une poupée de chiffon. Ils ont disparu derrière la grange. J'ai entendu le bruit du cadenas. Puis plus rien. Alphonse est revenu. Seul. Il a rangé le couteau dans sa poche. Maintenant tu pars. Je vais chercher mes affaires. Tu as 10 minutes. Je suis rentrée dans la maison. J'ai monté les escaliers. Mes jambes tremblaient. Dans ma chambre, j'ai jeté mes vêtements dans mon sac. Mes mains bougeaient toutes seules. Mon cerveau était engourdi. Je devais partir. Oui, mais pas pour abandonner. Pour revenir avec de l'aide. J'ai pris mon téléphone, mon portefeuille, mes papiers, et puis j'ai vu quelque chose sur la commode. Une vieille photo, dans un cadre en argent. C'était une photo de Robert. Il avait 40 ans. Il souriait. Il tenait Alphonse dans ses bras. Alphonse avait 7 ou 8 ans. Je me souvenais de ce jour. On était allé à la mer, à Granville. Robert avait porté Alphonse sur ses épaules toute la journée. Il disait qu'un père devait porter son fils pour qu'il voie le monde de plus haut.
J'ai regardé cette photo longuement. Robert, si tu savais ce qu'il est devenu... J'ai glissé la photo dans mon sac. Puis je suis descendu. Alphonse m'attendait dans l'entrée, les bras croisés. « C'est bon? Oui? Alors va-t'en. » Je suis sorti. J'ai marché vers ma voiture. Le gravier crissait sous mes pieds. Alphonse me suivait, à distance, pour être sûr que je partais vraiment. Je suis monté dans la voiture. J'ai mis le contact. J'ai regardé la maison. Cette maison que j'avais aimée. Cette terre que Robert et moi avions cultivée pendant des années. Tout était devenu un cauchemar. J'ai démarré. J'ai roulé jusqu'au portail. Je suis sorti. J'ai pris la route. Dans le rétroviseur, je voyais Alphonse, debout devant la maison, immobile. Il ne bougeait pas. Il me regardait partir. J'ai conduit pendant 10 minutes, 15, 20. Puis je me suis garé sur le bas-côté. J'ai posé ma tête sur le volant. Et j'ai pleuré. Pleuré de rage, de honte, d'impuissance. Je l'avais laissé. Encore. Lucrine était là-bas, enfermée, terrifiée. Et moi, j'étais là, dans cette voiture, à pleurer comme une lâche. Mais que pouvais-je faire? Appeler la police maintenant? Sans Lucrine pour témoigner? Alphonse nierait tout. Il montrerait ses vidéos de moi essayant de le renverser. Il dirait que j'étais folle. Et les photos? Floues. Prises en douce. Aucun visage clair. Aucune preuve irréfutable. Non, il me fallait un plan. Un vrai plan. J'ai essuyé mes larmes. J'ai respiré profondément. Puis, j'ai pris mon téléphone. Il était 3 heures du matin. Mais tant pis. J'ai appelé le 3e numéro de ma liste. Maître Corinne Valois. Cabinet AC, messagerie. J'ai laissé un message. Bonjour maître. Je m'appelle Éonie Valgiraud. J'ai besoin de votre aide pour une affaire de séquestration et de violence conjugale. C'est extrêmement urgent. Rappelez-moi dès que possible. Merci. J'ai raccroché. Puis j'ai cherché un hôtel sur mon téléphone. Le plus proche était à Alençon. 25 kilomètres. J'ai redémarré. J'ai roulé dans la nuit. Les routes étaient désertes. Juste moi et les phares de ma voiture. Je suis arrivé à l'hôtel vers 4 heures. Un petit hôtel de chaîne, près de la gare. La réception était fermée. Mais il y avait une borne automatique. J'ai réservé une chambre. Payé avec ma carte. Récupéré la clé. Chambre 112. Au premier étage. Je suis monté. J'ai ouvert la porte. La chambre sentait le désodorisant et le vieux tapis. Je me suis allongé sur le lit. Tout habillé. Je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond. Je revoyais tout. Encore et encore. Le poulailler. Lucrine. Le couteau. Les yeux d'Alphonse. À cette heure, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô? Madame Valgiraud? Maître Valois à l'appareil. J'ai eu votre message. Sa voix était claire, professionnelle. Oui, merci de me rappeler si vite. Vous parlez de séquestration. Pouvez-vous m'expliquer la situation? J'ai tout raconté. Lucrine, le poulailler, les 8 ans, Alphonse, le couteau. Elle m'écoutait sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit « Madame, c'est une affaire très grave. Vous devez porter plainte immédiatement. La victime refuse de parler. Elle a trop peur. Vous êtes témoin direct. Vous avez vu la victime enfermée. Vous avez des photos. C'est suffisant pour ouvrir une enquête. Mon fils niera tout. Il dira que je suis folle, que j'invente. Laissez la police enquêter. C'est leur travail. Mais vous devez agir maintenant. Chaque heure compte. Elle avait raison. Où dois-je aller? Au commissariat le plus proche. Ou à la gendarmerie. Déposez plainte. Montrez les photos. Racontez tout. Ils prendront votre déposition et ils agiront. Vous pouvez m'accompagner? Je peux vous retrouver au commissariat d'Alençon dans 2 heures. 10 heures. Ça vous va? Oui. Merci. Courage, madame. Vous faites ce qu'il faut. Elle a raccroché. Je suis restée assise sur le lit. Mon cœur battait fort. J'allais le faire. J'allais dénoncer mon propre fils. Mais je n'avais pas le choix. À 9 heures, je suis descendue. J'ai pris un café à la machine du hall. Amer, brûlant. Puis je suis partie vers le commissariat. Le commissariat d'Alençon était un bâtiment moderne, en briques rouges, près du centre-ville. Je me suis garée. J'ai respiré un grand coup. Puis, je suis entrée. L'accueil était vide. Une jeune femme en uniforme était derrière un guichet vitré. « Bonjour, je voudrais porter plainte. Pour quel motif? Séquestration. Violence conjugale. » Elle a froncé les sourcils. « Vous êtes la victime? » « Non, c'est ma belle-fille. Elle est avec vous? » « Non, elle est retenue contre son gré. »« Vous en êtes certaine? » ?»« Oui, je l'ai vue. Elle a décroché un téléphone. »« Un instant, s'il vous plaît. 2 minutes plus tard, un homme est arrivé. La quarantaine, en civil. Chemise bleue, pantalon noir. « Madame? Brigadier Lemoine, suivez-moi, s'il vous plaît. » On est entré dans une petite salle, une table,
2 chaises, un ordinateur. Il s'est assis, il a ouvert un dossier. Alors, racontez-moi, j'ai tout raconté, encore, depuis le début. Mon retour, le poulailler, Lucrine, Alphonse, les 8 ans, le couteau. Il prenait des notes, sans rien dire. Quand j'ai fini, il a demandé « Vous avez des preuves ?» Oui. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les photos. Il les a regardées longuement. On ne voit pas bien le visage. Je sais, mais c'est elle, c'est Lucrine. Et vous dites qu'elle est enfermée depuis 2017 ? Oui, 8 ans. Oui, il a hoché la tête. Puis il a dit « Vous comprenez que ce sont des accusations très graves ? Oui. Contre votre propre fils ? Oui. Si vous mentez, vous risquez des poursuites pour dénonciation calomnieuse. Je ne mens pas. » Il m'a regardé dans les yeux, longuement. « D'accord, je vais transmettre votre plainte au procureur et on va ouvrir une enquête. Quand ? Le plus vite possible. On va envoyer une patrouille à l'adresse que vous m'avez donnée. Aujourd'hui, probablement, ou demain. Elle est en danger. Il faut y aller maintenant. Madame, je comprends votre inquiétude, mais on doit suivre la procédure. À ce moment, on a frappé à la porte. Entrez, a dit le brigadier. Maître Valois est entré. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, tailleur gris, regard vif. Bonjour, je suis l'avocate de Madame Valgiraud. Le brigadier s'est levé. Ils se sont serrés la main. Maître, votre cliente vient de déposer plainte pour séquestration. Parfait. Où en êtes-vous ? On va ouvrir une enquête, transmettre au procureur. Quand allez-vous intervenir sur place ? Dès que possible. Ce n'est pas assez précis. La victime est en danger immédiat. On va faire le nécessaire. Maître Valois a posé son attaché-case sur la table. Brigadier, cette femme est retenue contre son gré depuis 8 ans. 8 ans. Elle subit des violences. Elle est nourrie comme un animal. C'est une urgence absolue. Je comprends. Mais je ne peux pas débarquer là-bas sans ordre. Alors obtenez cet ordre. Maintenant. Il a soupiré. Je vais appeler le procureur. Il est sorti. Maître Valois s'est assise à côté de moi. Ça va aller. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ils vont vraiment y aller ? Oui. Avec ce type d'accusation, ils sont obligés de vérifier. Et si Alphonse refuse de les laisser entrer ? Ils ont des moyens pour ça. J'ai fermé les yeux. J'imaginais la scène. Les policiers devant la maison. Alphonse, calme, souriant, jouant le fils choqué par les accusations de sa mère folle. Et Lucrine, terrifiée, qui nierait tout. Ça ne marchera pas. Il va tout nier. Et elle ne parlera pas. Pas forcément. Si les gendarmes la voient dans cet état, ils ne pourront pas l'ignorer. Il l'aura cachée, ou habillée, ou... Éonie. Elle a posé sa main sur la mienne. Vous avez fait votre part. Maintenant, laissez la justice faire la sienne. J'ai hoché la tête, mais je n'y croyais pas. Le brigadier est revenu 10 minutes plus tard. Le procureur autorise une intervention. On y va cet après-midi. 15 heures. Je peux venir ? Ai-je demandé. Non. Vous restez ici. Vous êtes partie civile. Vous ne pouvez pas être présente lors de l'intervention. Mais ce sont les règles, madame. Maître Valois a dit, elle vous contactera dès que l'intervention sera terminée. J'ai acquiescé. D'accord. Le brigadier m'a tendu un papier. Voici votre récépissé de dépôt de plainte. Gardez-le précieusement. J'ai pris le papier. Mes mains tremblaient. Merci. On vous tiendra informé. Je suis sorti du commissariat avec Maître Valois. Dehors, le ciel était gris. Il bruinait. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ai-je demandé. Vous attendez ? Vous retournez à votre hôtel. Vous vous reposez. Je ne peux pas me reposer. Alors vous essayez. Elle m'a regardé avec bienveillance. Vous avez fait preuve d'un courage immense. Peu de mères auraient osé. Je n'ai rien fait. Elle est toujours là-bas. Plus pour longtemps. Je suis retourné à l'hôtel. J'ai monté dans ma chambre. Je me suis allongé sur le lit. Et j'ai attendu. Les heures passaient. Lentement. Trop lentement. Midi. 13 heures. 14 heures. À 15 heures pile, mon téléphone a vibré. Pas un appel. Un message. Un numéro inconnu. Intervention en cours. Mon cœur s'est arrêté. Ils y étaient. Maintenant. J'imaginais la scène. Les gendarmes qui frappent à la porte. Alphonse qui ouvre. Qui sourit. Qui joue la comédie. Ma mère ? Oui, elle a des problèmes. Elle invente des choses. C'est triste. Ma femme ? Elle va très bien. Elle est à l'intérieur. Vous voulez la voir ? Et Lucrine, habillée, coiffée, assise sur le canapé, qui dira « Tout va bien. Je ne comprends pas ce que raconte ma belle-mère. » Non, non, ça ne pouvait pas se passer comme ça. J'ai attendu. 1 heure, 2 heures, 17 heures, toujours rien. 18 heures, mon téléphone a sonné. Brigadier Lemoine. Allô ? Madame Valgiraud,
On a terminé l'intervention. Et, un silence. On a trouvé votre belle-fille. Mon cœur a bondi. Elle va bien? Elle est vivante. On l'a emmenée à l'hôpital. Elle est en état de choc, déshydratée, sous-alimentée, mais vivante. Les larmes ont jailli. Et mon fils? Il a été placé en garde à vue, pour séquestration, violence conjugale et mise en danger de la vie d'autrui. Il a résisté? Non. Il a tout nié. Mais quand on a trouvé le poulailler, et Lucérine à l'intérieur, il n'a plus rien dit. Elle était encore dans le poulailler? Oui, enfermée. Exactement comme vous l'aviez décrit. J'ai fermé les yeux. J'ai pleuré, de soulagement, de tristesse, de rage. Merci, merci infiniment. C'est notre travail, madame. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je peux la voir? Elle est au centre hospitalier d'Alençon, service des urgences, mais elle ne peut recevoir personne pour le moment. Les médecins l'examinent. Je vais y aller quand même. Bien sûr, on vous tient au courant. Il a raccroché. Je me suis levée, j'ai attrapé mon sac, mes clés, je suis partie vers l'hôpital. L'hôpital d'Alençon sentait le désinfectant et le café froid. Je suis entrée par les urgences. Il était 19 heures. Les néons blancs me brûlèrent les yeux. À l'accueil, une infirmière tapait sur un clavier. « Bonsoir, je cherche Lucérine Valgiraud. Elle a été amenée cet après-midi. » L'infirmière a vérifié son écran. « Vous êtes de la famille? Je suis sa belle-mère. Elle est en salle d'examen. Vous devez attendre. Combien de temps? Je ne peux pas vous dire. Les médecins font des analyses. Est-ce qu'elle va bien? Je ne peux pas vous donner d'informations médicales. Vous devez attendre qu'un médecin vous appelle. » J'ai hoché la tête. Je me suis assise dans la salle d'attente. Des chaises en plastique bleu. Une télévision éteinte. 2 autres personnes attendaient. Un homme avec un bras en écharpe. Une femme âgée qui toussait. J'ai attendu. 1 heure, puis 2. À 21 heures, une femme en blouse blanche est apparue. « Madame Valgiraud ?» Je me suis levée. « Oui. Docteur Arnaud. Vous êtes la belle-mère de Lucérine? » « Oui. Comment va-t-elle » La doctoresse m'a fait signe de la suivre. On est allé dans un petit bureau. Elle a fermé la porte. « Asseyez-vous. » Mon cœur battait trop fort. Elle s'est assise en face de moi. Elle avait des cernes sous les yeux. Elle devait être de garde depuis des heures. Lucérine est stable. Elle n'est pas en danger vital. Mais son état est préoccupant. Qu'est-ce qu'elle a? Malnutrition sévère, déshydratation, carences multiples. Son corps est couvert d'hématomes à différents stades de cicatrisation. Elle a des plaies infectées aux pieds, des problèmes dentaires, une perte de masse musculaire importante. Je fermais les yeux à chaque mot. Elle pèse 42 kilos pour 1,68 m. C'est très en dessous du poids normal. Elle va s'en sortir? Physiquement, oui, avec du temps. Mais psychologiquement, elle a marqué une pause. Elle est en état de choc post-traumatique. Elle ne parle presque pas. Elle sursaute au moindre bruit. Elle refuse de manger. Elle pleure sans arrêt. Je peux la voir? Pas ce soir. Elle a besoin de repos. On lui a donné un sédatif léger. Elle dort. Demain? Oui, demain matin. Mais brièvement. Et seulement si elle accepte. Elle va rester ici combien de temps? Au moins 1 semaine. Peut-être plus. On doit stabiliser son état physique. Et ensuite, elle aura besoin d'un suivi psychiatrique. J'ai hoché la tête. Merci, docteur. Madame, je dois vous dire quelque chose. Oui? Les gendarmes nous ont expliqué la situation. Ce que cette femme a vécu, c'est inimaginable. 8 ans de séquestration. C'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Je sais. Vous avez fait ce qu'il fallait en appelant la police. J'aurais dû le faire plus tôt. Il y a 8 ans. Vous ne pouviez pas savoir. Si, je savais. J'ai juste fermé les yeux. La doctoresse m'a regardé avec compassion. Ne vous accusez pas. L'important, c'est qu'elle soit libre maintenant. J'ai quitté l'hôpital vers 22 heures. Je suis retournée à l'hôtel. J'ai pris une douche. J'ai essayé de manger un sandwich acheté à une station-service. Je n'ai pas réussi. Je me suis couchée. Mais le sommeil ne venait pas. Je pensais à Lucérine, seule, dans cette chambre d'hôpital. Je pensais à Alphonse, en garde à vue. Qu'est-ce qu'il racontait aux gendarmes? Qu'est-ce qu'il inventait? Mon téléphone a sonné. 23 heures. Maître Valois. Allô? Éonie? Je voulais prendre de vos nouvelles. Je sors de l'hôpital. J'ai vu la doctoresse. Lucérine elle est vivante, mais dans un état terrible. Je sais, les gendarmes m'ont briefé. Ils ont pris des photos. Du poulailler, de Lucérine. Tout est documenté. Et mon fils? Il est toujours en garde à vue. Il nie tout. Il dit que Lucérine est malade mentalement, qu'elle s'est enfermée elle-même, que vous avez monté un complot contre lui. Personne ne va croire ça. Le procureur a demandé une prolongation de garde à vue. 48 heures.
pour avoir le temps d'interroger Lucérine quand elle pourra parler. Elle ne parlera pas. Elle a trop peur. On verra. Les médecins vont l'aider. Et les gendarmes ont des psychologues spécialisés. Qu'est-ce qui va se passer après? Si Lucérine confirme les faits, votre fils sera présenté au juge. Il sera probablement placé en détention provisoire. Combien de temps? Des mois. Des années, peut-être. En attendant le procès. Des années. Mon fils. En prison. Pendant des années. J'ai fermé les yeux. Éonie, vous êtes toujours là? Oui. Je sais que c'est dur. C'est votre fils. C'est un monstre. C'est les deux. Et c'est ça qui est terrible. On a raccroché. Je suis restée assise sur le lit, dans le noir. Mon téléphone a vibré. Un message. Numéro inconnu. Tu vas le regretter. Mon sang s'est glacé. Alphonse. Mais comment? Il était en garde à vue. Il n'avait pas accès à son téléphone. À moins que... J'ai rappelé Maître Valois. Oui, je viens de recevoir un message. De mon fils. Enfin, je crois. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas le regretter. Transférez-moi ce message. Et prévenez les gendarmes. Tout de suite. D'accord. J'ai raccroché. J'ai transféré le message à Maître Valois. Puis j'ai appelé le commissariat. On m'a passé au brigadier Lemoine. Madame Valgiraud? Je viens de recevoir un message menaçant. Je pense qu'il vient de mon fils. C'est impossible. Il n'a pas son téléphone. Alors quelqu'un d'autre l'a envoyé pour lui. Vous avez le numéro? Oui, je vous l'envoie. On va vérifier. Mais madame, si vous vous sentez en danger, ne restez pas seule. Je suis à l'hôtel. Verrouillez votre porte. N'ouvrez à personne. D'accord. J'ai raccroché. J'ai vérifié la porte. Fermée à clé. Chaîne de sécurité mise. Je me suis recouchée. Tout habillée. J'ai gardé mon téléphone à la main. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je suis retournée à l'hôpital. 9 heures. Le docteur Arnaud m'a autorisé à voir Lucérine. 10 minutes, pas plus. Et si elle se met à paniquer, vous sortez. D'accord. On a marché dans les couloirs, blancs, interminables. Chambre 307, la doctoresse a frappé doucement. Lucérine? C'est le docteur Arnaud. Vous avez une visite? Silence. Elle a ouvert la porte. Lucérine était allongée dans le lit. Sous les draps blancs, elle paraissait minuscule. Elle avait une perfusion dans le bras. Ses cheveux avaient été lavés, attachés en queue de cheval. Son visage était pâle, émacié. Elle m'a vue. Ses yeux se sont remplis de larmes. Éonie, je me suis approchée. J'ai pris sa main. Si froide, si fragile. Je suis là. Tu es en sécurité maintenant. Elle a secoué la tête. Non. Il va venir me chercher. Non. Il est en prison. Il ne peut pas te toucher. Il trouvera un moyen. Il trouve toujours. Non. Cette fois, c'est fini. Je te le promets. Elle pleurait, sans bruit, comme elle avait appris à pleurer pendant 8 ans. Pourquoi vous êtes revenu? Parce que j'aurais dû rester. Il y a 8 ans. J'aurais dû te protéger. Ce n'est pas votre faute. Si, je t'ai abandonné. Non, vous ne saviez pas. Je savais qu'il était cruel. Je l'ai toujours su. Elle m'a regardé. Il me disait que vous ne m'aimiez pas, que vous étiez contente que je souffre. C'est faux. Je ne savais rien. Je pensais que tu allais bien, que tu étais heureuse. J'ai essayé de partir, au début, mais il me rattrapait, il me frappait, il m'enfermait. Et puis, j'ai arrêté d'essayer. Tu as survécu, c'est le plus important. Je ne sais pas si j'ai vraiment survécu. On est restés en silence, juste nos mains serrées. Puis elle a demandé, « Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vas guérir. Ici. Ensuite, tu iras où tu voudras. Tu seras libre. Je ne sais pas être libre. Tu apprendras. Le docteur Arnaud est entré. Il faut la laisser se reposer maintenant. » J'ai hoché la tête. Je reviendrai demain. Lucérine a serré ma main. Merci. Merci d'être revenue. Je suis sortie de la chambre. Dans le couloir, j'ai pleuré. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours suivants ont été un brouillard. Je passais mes matinées à l'hôpital, auprès de Lucérine. Elle mangeait un peu plus chaque jour. Elle parlait un peu plus. Mais les cauchemars ne la quittaient pas. Elle se réveillait en hurlant. Elle voyait Alphonse partout, dans les couloirs, derrière les portes, dans les ombres. Les infirmières lui donnaient des calmants. Mais rien n'effaçait la terreur. Le 3e jour, le vendredi, Maître Valois m'a appelé. « Éonie, Alphonse passe devant le juge ce soir. 18 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Le procureur demande sa mise en détention provisoire. S'il accepte, votre fils restera en prison jusqu'au procès. Et s'il refuse, il sera libéré sous contrôle judiciaire. Assignation à résidence. Interdiction d'approcher Lucérine. Ce n'est pas suffisant. Je sais. Mais ce n'est pas à nous de décider. Je peux assister à l'audience? Non.
C'est à huis clos. Mais je vous tiendrai informé. J'ai raccroché. J'ai regardé l'heure. 14 heures. 4 heures d'attente. Je suis allé voir Lucrine. Elle était assise dans son lit. Elle regardait par la fenêtre. « Bonjour, ma chérie. » Elle a tourné la tête. Elle a souri. Un petit sourire fragile. « Bonjour, Éonie. Tu as mangé ?»« Un peu. » Je me suis assise à côté d'elle. On m'a dit que les gendarmes voulaient t'interroger. Elle a baissé les yeux. « Oui, demain matin. Tu n'es pas obligée de parler si tu n'es pas prête. Je sais, mais je crois que je dois le faire. Tu es sûre ?» Elle a hoché la tête. « S'il va en prison, ce sera grâce à moi, pas grâce à vous. Je veux que ce soit ma décision, mon choix. » Je lui ai pris la main. « Tu es très courageuse. » »« Non, j'ai juste survécu. C'est différent. » On est resté en silence. Elle regardait à nouveau par la fenêtre. « Éonie ? Oui ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? Après, tu feras ce que tu voudras. Tu iras où tu voudras. Je n'ai nulle part où aller. Tu trouveras ? Tu as le temps. J'ai 35 ans. 8 ans de ma vie, perdus. Elle avait raison. 8 ans. De 27 à 35 ans. Les plus belles années. Volées. Tu peux les reconstruire. Pas les récupérer, mais les reconstruire. Elle a essuyé une larme. Je ne sais même plus qui je suis. Tu es Lucrine. Tu es forte. Tu es libre. Je ne me sens pas libre. Ça viendra. Avec le temps. J'ai quitté l'hôpital vers 16 heures. Je suis retournée à l'hôtel. J'ai attendu. 18 heures. 19 heures. À 20 heures, mon téléphone a sonné. Maître Valois. Alors, le juge a ordonné la détention provisoire. Votre fils est transféré à la maison d'arrêt d'Alençon ce soir. J'ai fermé les yeux. Pour combien de temps ? Jusqu'au procès ? Au moins 6 mois, peut-être 1 an. Il a dit quelque chose. Il a pleuré. Il a supplié le juge. Il a dit que c'était un malentendu, que sa femme était malade, que vous aviez tout inventé. Le juge l'a cru ? Non. Les preuves sont accablantes. Les photos, l'état de Lucrine, le poulailler, le témoignage des gendarmes. Tout. Bien. Éonie, vous allez bien ? Je ne sais pas. C'est normal. C'est votre fils. C'était mon fils, il y a longtemps. On a raccroché. Je suis restée assise sur le lit. Mon fils, en prison. J'aurais dû être soulagée, heureuse même, mais je n'étais que vide. Le lendemain matin, samedi, je suis retournée à l'hôpital. Lucrine était habillée, assise dans un fauteuil. 2 gendarmes étaient là, un homme et une femme, en civil. Le docteur Arnaud était présent aussi. Madame Valgiraud, Lucrine a accepté de témoigner. J'ai regardé Lucrine. Elle était pâle, mais déterminée. « Tu es sûre ? » ?»« Oui. Les gendarmes ont sorti un enregistreur. On va enregistrer votre témoignage, madame. Vous pouvez nous arrêter à tout moment si vous avez besoin. » Lucrine a hoché la tête. « Pouvez-vous nous dire votre nom complet ? » Lucrine Valgiraud, née Moreau. Votre date de naissance ? 18 mars 1990. 35 ans, comme elle me l'avait dit. Vous êtes mariée à Alphonse Valgiraud depuis juillet 2016 ? Oui. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé après votre mariage ? Lucrine a respiré profondément. Puis elle a parlé. Elle a raconté les premiers mois, les coups, les insultes, les humiliations. Elle a raconté comment Alphonse l'avait isolée, coupée de sa famille, de ses amis. Elle a raconté la première fois qu'il l'avait enfermée dans le poulailler, en août 2017, juste après le départ d'Éonie. Il m'a dit que j'étais inutile, que je ne méritais pas de vivre dans la maison, que j'allais rester là jusqu'à ce que j'apprenne à me comporter. Combien de temps êtes-vous resté enfermé ? 8 ans, avec quelques pauses. Des pauses, parfois il me laissait sortir, 1 heure, 2 heures, pour nettoyer la maison, ou cuisiner, puis il me renfermait. Combien de fois par semaine sortiez-vous ? Au début, 2 ou 3 fois, puis de moins en moins. À la fin, plus du tout, juste le poulailler. Comment vous nourrissiez-vous ? Il m'apportait de la nourriture, 1 fois par jour, parfois 2. Du pain, des restes, de l'eau et du maïs. Du maïs ? Du maïs pour les poules. Il disait que j'étais un animal, que je devais manger comme un animal. Le silence était lourd. Vous a-t-il frappé ? Oui, souvent. Avec quoi ? Ses mains, ses pieds, une ceinture, un bâton. Pourquoi ne vous êtes-vous pas enfui ? J'ai essayé, au début, mais il me rattrapait. Et après, il me punissait. Alors j'ai arrêté. Pourquoi n'avez-vous pas appelé à l'aide ? Je n'avais pas de téléphone, pas de contact avec l'extérieur. Et j'avais peur. Si je parlais, il me tuerait. Il me l'avait dit. Le croyez-vous capable de vous tuer ? Oui. Les gendarmes ont posé encore des questions. Pendant 1 heure, Lucrine a tout raconté, sans pleurer, sans trembler, juste la vérité, nue, terrible.
Quand c'est terminé, les gendarmes ont éteint l'enregistreur. Merci, madame. Vous avez été très courageuse. Lucérine a hoché la tête. Les gendarmes sont partis. Le docteur Arnaud a dit « Je vais vous laisser un moment ». Elle est sortie aussi. Je me suis approchée de Lucérine. « Tu as été incroyable ». Elle a souri, tristement. « Maintenant, il va vraiment aller en prison ? » ?»« Oui, pour très longtemps. » »« Bien. » Elle a fermé les yeux. « Je pensais que je me sentirais mieux, après avoir parlé. Mais je me sens juste vide. C'est normal. Ça prendra du temps. Combien de temps ? Je ne sais pas. Mais je serai là, aussi longtemps qu'il faudra. » Elle m'a regardée. « Pourquoi vous faites ça ? Je ne suis rien pour vous. Tu es ma belle-fille, et tu es une survivante, et je t'admire. » Elle a pleuré. Enfin, vraiment, pas des larmes silencieuses, des vrais sanglots, profonds, libérateurs. Je l'ai serrée dans mes bras, et on est resté comme ça, longtemps. 2 semaines plus tard, Lucérine est sortie de l'hôpital. Elle avait pris du poids. Ses plaies étaient guéries. Ses bleus avaient disparu. Mais les cicatrices invisibles restaient. Je l'ai ramenée à l'hôtel. J'avais loué une chambre pour elle, à côté de la mienne. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. »« Merci, Éonie. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? » ?»« Je ne sais pas. Trouver un travail, un appartement, une vie. Tu as le temps ? » ?»« Non. J'ai déjà perdu assez de temps. » Elle avait raison. Le lendemain, on est allé voir Maître Valois. Lucérine veut demander le divorce. L'avocate a souri. « Bien sûr. On va lancer la procédure. Pour faute, vu les circonstances, ce sera rapide. »« Et la propriété ?» ai-je demandé. Lucérine y a droit. Elle était mariée sous le régime de la communauté. Lucérine a secoué la tête. « Je ne veux rien. Je veux juste être libre. Tu as le droit à une compensation, après ce qu'il t'a fait subir. Je ne veux rien qui vienne de lui. » Maître Valois a regardé vers moi. « Et vous, Éonie, qu'allez-vous faire de la propriété ? » ?»« Je vais la vendre. Tout. La maison. Les terres. Tout. Et l'argent ? Je le partagerai avec Lucérine. Moitié-moitié. » Lucérine a ouvert de grands yeux. « Non, c'est à vous. Non, c'est à nous deux. À nous, les femmes qu'il a brisées. » Lucérine a pleuré. Encore. Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude. 3 mois plus tard, en décembre 2025, le procès d'Alphonse a eu lieu. J'y suis allée. Lucérine aussi. Il était dans le box des accusés. Amaigri, le regard vide. Il m'a vu. Il n'a rien dit. Le procureur a lu l'acte d'accusation. Séquestration, violence conjugale, mise en danger de la vie d'autrui. Lucérine a témoigné. À nouveau, devant tout le monde. Alphonse a nié. Encore, il a dit que c'était elle, qu'elle était malade, qu'elle inventait. Mais personne ne l'a cru. Le verdict est tombé le lendemain. 15 ans de prison ferme. Alphonse a baissé la tête. Lucérine a pleuré. Moi, je n'ai rien ressenti. Juste du vide. On est sortis du tribunal. Ensemble. C'est fini, a dit Lucérine. Oui, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On vit. 2 ans ont passé depuis le procès. Aujourd'hui, nous sommes en décembre 2027. J'ai 63 ans. Lucérine en a 37. La ferme a été vendue. En avril 2026, à une jeune famille de Normandie. Des gens bien, qui voulaient élever leurs enfants à la campagne. J'ai détruit le poulailler avant la vente, de mes propres mains, planche par planche, clou par clou. Lucérine m'a aidé. On a brûlé les débris, ensemble. On n'a rien dit, on a juste regardé les flammes. L'argent de la vente, on l'a partagé, comme promis. Lucérine s'est installée à Caen, un petit appartement dans le centre. Elle a trouvé du travail dans une bibliothèque. Elle aime le silence des livres, la paix. Elle suit une thérapie. 2 fois par semaine. Elle dit que ça l'aide. Doucement, elle a coupé ses cheveux. Elle sourit parfois. De vrais sourires. Elle n'a pas refait sa vie. Pas encore, mais elle apprend à vivre seule, sans peur. Moi, je suis retournée à Lisbonne, dans mon petit appartement près du Tage. Mais je reviens en France tous les 2 mois pour voir Lucérine, pour m'assurer qu'elle va bien. On déjeune ensemble, on parle, de tout, de rien. On ne parle jamais d'Alphonse. Lui, il est en prison, à la maison d'arrêt d'Alençon. Je ne suis jamais allée le voir, pas une fois. Il m'a écrit 3 lettres. La première, 2 mois après le procès. Il disait qu'il était désolé, qu'il m'aimait, qu'il voulait que je vienne. Je n'ai pas répondu. La deuxième lettre, 6 mois plus tard. Il était en colère. Il m'accusait. Il disait que j'avais détruit sa vie, que j'étais une mauvaise mère. Je n'ai pas répondu. La 3e lettre, il y a 3 mois. Il ne disait rien. Juste, maman. Je l'ai brûlé. Maître Valois m'a appelé il y a 2 semaines.
Éonie, j'ai des nouvelles de votre fils. Mon cœur s'est serré. Oh quoi? Il a été transféré à l'infirmerie pénitentiaire. Problème de santé. Quel genre de problème? Dépression sévère. Il refuse de manger. Il ne parle plus. Il est sous surveillance. J'ai fermé les yeux. Il veut vous voir. Non. Éonie? Non, je ne viendrai pas. C'est votre fils. C'était mon fils. Silence. D'accord, je comprends. On a raccroché. J'ai pensé à lui. Seul, dans cette cellule. Brisé. Mais je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni colère, ni tristesse. Juste du vide. Parce que la vie lui avait rendu ce qu'il avait donné. Il avait enfermé Lucrine pendant 8 ans. Maintenant, c'était lui qui était enfermé. Il l'avait affamé. Maintenant, c'était lui qui refusait de manger. Il l'avait isolé. Maintenant, c'était lui qui était seul. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je pense parfois à Robert, à ce qu'il dirait s'il voyait tout ça. Il serait dévasté, brisé. Il aurait voulu sauver notre fils, lui pardonner, lui donner une autre chance. Mais moi, je sais qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Alphonse a fait ses choix. Et maintenant, il en paie le prix. Je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne lui souhaite rien du tout. Il n'existe plus pour moi. Lucrine, elle, existe. Elle vit, elle respire, elle reconstruit. C'est tout ce qui compte. Hier, elle m'a appelé. Éonie, j'ai une nouvelle. Quoi? J'ai retrouvé ma tante, celle d'Alençon. On s'est revus. On a parlé. C'est bien, ma chérie. Oui. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de me contacter, pendant toutes ces années. Mais Alphonse répondait toujours que j'étais partie, que j'étais malade, que je ne voulais voir personne. Il t'a coupé de tout. Oui. Mais maintenant, je la retrouve. Elle veut m'aider. Elle dit que je peux compter sur elle. Tu vois? Tu n'es pas seule. Non, je ne suis plus seule. Sa voix était différente, plus forte, plus vivante. Merci, Éonie, pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si. Sans vous, je serais morte dans ce poulailler. Tu as survécu toute seule. Pendant 8 ans. C'est toi, la plus forte. On est fortes toutes les deux. Oui, on l'est. On a raccroché. Je suis sortie sur mon balcon. Le soleil se couchait sur le Tage. L'eau brillait comme de l'or. J'ai pensé à tout ce chemin. Depuis ce jour de septembre 2025 où je suis revenue en France, j'ai pensé à Lucrine, libre, vivante. J'ai pensé à Alphonse, enfermé, brisé. Et j'ai compris que la justice n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est silencieuse, naturelle, inévitable. On récolte ce qu'on sème. Alphonse a semé la cruauté. Il récolte la solitude. Lucrine a semé la résilience. Elle récolte la liberté. Et moi, j'ai semé le courage. Tard, trop tard peut-être, mais je récolte la paix de savoir que j'ai fait ce qu'il fallait, même si ça m'a coûté mon fils. Ce soir, je suis assise sur mon balcon à Lisbonne. Le vent est doux. Le Tage brille sous la lune. J'ai 63 ans, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix, pas heureuse. La paix n'est pas le bonheur, c'est autre chose. C'est l'absence de guerre intérieure. Je pense à cette femme que j'étais il y a 2 ans, celle qui est revenue en France après 8 ans de fuite, celle qui a trouvé sa belle-fille enfermée dans un poulailler. Cette femme-là avait peur, elle doutait, elle culpabilisait. Aujourd'hui, je ne doute plus. J'ai fait ce qu'il fallait, même si c'était tard, même si j'aurais dû le faire plus tôt. On ne peut pas revenir en arrière, on peut juste avancer. Lucrine m'a envoyé une photo ce matin. Elle était dans un parc à Caen, assise sur un banc, le soleil sur son visage. Elle souriait, un vrai sourire. Dessous, elle avait écrit « Je respire », 3 mots. Mais il voulait tout dire. Elle respire, elle vit, elle existe. C'est tout ce que je voulais pour elle. Mon téléphone a sonné cet après-midi. Maître Valois. Éonie, votre fils a été transféré à l'hôpital psychiatrique de la prison. Son état s'est aggravé. Je vois. Il demande toujours à vous voir. Ma réponse n'a pas changé. Silence. Vous savez qu'il peut mourir si ça continue? Oui. Et ça ne vous fait rien? J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Si, ça me fait quelque chose. Mais pas ce que vous croyez. Je ne lui souhaite pas la mort. Mais je ne peux plus rien pour lui. Il a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec. Ou mourir avec. Oui. Maître Valois a soupiré. D'accord, je comprends. Prenez soin de vous, Éonie. Vous aussi. On a raccroché. Je ne sais pas ce qui va arriver à Alphonse. Peut-être qu'il s'en sortira. Peut-être pas. Mais ce n'est plus mon combat. Mon combat, c'était de sauver Lucrine. Et je l'ai fait. Le reste appartient à la vie, à la justice, au temps. Hier soir, j'ai rêvé de Robert. On était dans la cuisine de la ferme.
il préparait du café. Il souriait, il avait l'air jeune, comme avant. Il m'a demandé « Tu as fait ce qu'il fallait ?» « Oui, même pour Alphonse, surtout pour Alphonse. » Il a hoché la tête. « Je suis fier de toi. » Je me suis réveillée en pleurant, mais pas de tristesse, de soulagement, parce que Robert aurait compris. Finalement, il aurait compris qu'aimer un enfant, ce n'est pas tout lui pardonner. C'est aussi savoir dire non, savoir poser des limites, savoir le laisser assumer ses actes, même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. La semaine prochaine, je retourne en France, pour voir Lucérine. Pour Noël, on va cuisiner ensemble, rire ensemble, vivre ensemble. On ne parlera pas du passé, on parlera de l'avenir, de ses projets, de ses rêves, de la vie qu'elle veut construire. Et moi, je serai là, pas comme une belle-mère, comme une amie, comme une sœur, comme une femme qui a compris qu'on peut survivre à ses propres erreurs. Je pense souvent à toutes ces femmes qui m'écoutent, qui ont vécu des choses similaires, qui se taisent, qui ont peur. Je veux leur dire une chose. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Il n'est jamais trop tard pour agir. Il n'est jamais trop tard pour dire non, même à son propre fils, même à son mari, même à sa famille, parce que la loyauté ne doit jamais nous rendre complices du mal, et l'amour ne doit jamais nous rendre aveugles. J'ai mis 61 ans à apprendre ça, mais je l'ai appris. Et si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Tout ce qui s'est passé, toute cette douleur, toute cette honte, tout aura eu un sens. Je m'appelle Éonie Valgiraud, j'ai 63 ans, et aujourd'hui, pour la première fois, je me sens libre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.